Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 29 septembre 2021, au sommaire ce soir. Les célèbres 550 marches qui permettent aujourd'hui d'accéder à la mer de glace appartiendront au passé d'ici 2024. La Compagnie du Mont Blanc et la ville de Chamonix ont présenté ce mardi soir les contours du futur site du Monton-Vert, nous y étions. Et puis direction Versonnet dans le Pays de Gex pour découvrir une des très rares fermes aquaponiques de France. Ce type d'agriculture très répandu au Canada se positionne aujourd'hui en alternative plus que crédible pour faire face au réchauffement climatique. Reportage complet dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, on l'a appris en fin d'après-midi, Pascal Bollot, le préfet de Savoie, a pris un arrêté préfectoral portant sur les équipements spéciaux pendant les périodes hivernales, autrement dit les pneus-neige notamment. Cet arrêté stipule que l'obligation de ces équipements des véhicules en circulation s'applique à toutes les communes et axes routiers du département entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Le futur site du Monton-Vert a été dévoilé ce mardi soir au pied de la mer de glace, un projet mûri depuis plusieurs années maintenant et qui devrait permettre à l'horizon 2024 de ne plus avoir à engloutir les quelques 500 marches d'escalier, des marches aujourd'hui incontournables pour accéder au plus grand glacier de France. Les précisions d'Emmanuel Jaude et Manon Toiti. Après cette année de travails et d'études entre les équipes de la mairie de Chamonix et la compagnie du Mont Blanc, le visage du site du Monton-Vert est aujourd'hui sur le point d'évoluer. Après de nombreuses années de loyaux services, il est notamment prévu de démanteler le téléphérique qui descend sur le glacier pour en construire un nouveau, plus adapté, qui remonterait la mer de glace sur près de 600 mètres et 200 mètres de dénivelé et doté de 16 cabines de 10 personnes. Ça sera un voyage, plus un transport. Ça permettra aux alpinistes d'accéder à des voies bien connues du massif, aux skieurs de la Vallée Blanche de rentrer. Tout ça sera réversible. On ne court pas après la glace. Nous, le principe, c'est quand il n'y aura plus de glace, tant qu'il y a de la glace, on permet aux gens d'avoir une expérience sensitive, parce qu'ils veulent la toucher, faire une grotte la plus pure possible. Mais quand il n'y aura plus de glace, ça sera un chemin de départ de randonnée. Voilà. Et on aura toujours besoin de cet appareil-là pour leur permettre d'accéder. Et puis, dans X années, s'il n'a plus d'utilité, il sera démantelé. Tout est construit avec cette notion de réversibilité qui est fondamentale. Avec un budget de 53 millions d'euros voté en juillet dernier, il sera également question d'un glaciorium et d'un centre d'interprétation des glaciers et du climat, qui devrait permettre au plus grand nombre de mieux saisir les forces en puissance et les enjeux de leur conservation. Il y aura un côté un peu ludique, mais avec un côté aussi très, prise de conscience qui s'effectuera. Il se passe quoi si la température de la planète augmente de 1 degré, on y est déjà, et si elle augmente de 4 degrés. Et on verra l'impact sur la mer de glace, en simulé. Tout ça, je pense, est un outil qui nous permettra finalement de construire une pédagogie environnementale et de montrer qu'on n'est pas là simplement pour faire du tourisme, mais aussi pour faire prendre conscience et pour faire en sorte que nos touristes effectivement, s'approprient ce message de la fragilité de cet environnement et du fait que pour continuer à le voir, il faut faire attention dans nos gestes du quotidien. Accueillant chaque année quelques 450 000 visiteurs, le site du Monton-Vert est encore loin de la retraite. Les nouvelles installations devraient ouvrir aux premiers clients d'ici décembre 2023, tirant un trait définitif sur les quelques 550 marches d'escalier, aujourd'hui toujours nécessaires pour accéder au glacier. Et j'ajoute que vous pourrez découvrir dans notre édition de jeudi un reportage complet sur la nouvelle mesure du Mont Blanc qui culmine aujourd'hui très précisément à 4807 mètres et 81 cm. On parle à présent d'une belle action que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur notre antenne. David Malacrida, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes donc mon invité du soir. Vous êtes le président de l'association Riders for Refugees. Commençons avec une petite présentation de la structure. Ouais. Alors l'association, elle connecte le monde de l'outdoor et l'univers des réfugiés, principalement en donnant des vêtements chauds. Donc on collecte des vêtements chauds auprès des particuliers et on redonne ces vêtements, on donne ces vêtements aux réfugiés en prenant à ceux qui ont beaucoup pour donner à ceux qui ont peu. Comment elle est née, cette association ? Elle est née de l'initiative de Danny Burrows, un Anglais qui était rédacteur pour un magazine de snowboard et qui, en passant à Calais, est passé à la jungle, forcément, et a vu ce qui s'y passait. S'est dit que lui, son armoire était pleine de vêtements, que c'était sûrement le même cas pour ses amis. Et du coup, il a récupéré tout ça dans sa voiture, il a emmené les vêtements à Calais, et l'aventure a commencé comme ça. Depuis,
L'asso s'est structuré et finalement c'est un peu déporté en Rhône-Alpes parce qu'on est un très très bon endroit justement pour faire ce type de collecte. Et puis aujourd'hui on est une petite équipe à travailler bénévolement évidemment sur ce projet. Alors, la collecte de vêtements que vous avez évoquée, Vêtements chauds, va donc débuter ce vendredi, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. J'imagine qu'après la période qu'on vient de vivre, les besoins sont peut-être encore plus grands cette année. Alors nous ce qu'on fait c'est que pour coller au plus aux besoins des associations et donc des réfugiés, ce qu'on fait c'est qu'on a 10 associations partenaires qui distribuent nos vêtements, qui sont en local, qui sont vraiment au cœur des besoins. Et on leur demande en octobre à chaque fois de quoi ils ont besoin pour tout l'hiver. Nous, on collecte tous les vêtements en octobre, on les trie et ensuite on les répartit aux différentes associations pour qu'ils puissent distribuer pendant tout l'hiver. Eux, ça leur permet de constituer un stock. Donc, on a toujours nos 10 assos partenaires et là, on les contacte en ce moment justement pour avoir les retours. Ce sont des associations qui sont disséminées un peu partout en France. Oui, on distribue, donc on a Médecins sans frontières à Paris, Utopia 56, on a Salam à Calais, le refuge de Briançon, et puis quelques autres assos. On a aussi une collecte qui se déroule dans le sud-ouest et on distribue à la Croix-Rouge à Bayonne ou en Espagne. On s'adapte vraiment aux besoins des assos en direct. Donc c'est pour ça qu'on prend toutes nos informations en octobre, mais effectivement c'est une crise qui n'est pas prête de s'arrêter, notamment avec la crise climatique qui arrive et qui est déjà là. Donc je pense que malheureusement, on a pas mal d'années devant nous encore à travailler sur ce sujet-là. Est-ce que les gens sont toujours aussi généreux qu'au début? L'année dernière, près de 12 000 vêtements avaient été récoltés. C'est ça. Alors chaque année, on se dit... mince, on a vidé les placards de tout le monde, on n'aura plus rien. Et chaque année, les gens sont généreux, on le voit. L'année dernière, avec le Covid, on n'était pas trop sûr. On s'est dit qu'on n'aurait sûrement pas beaucoup de points de collecte. Et on est passé de 25 à 60. Donc non, la générosité n'est absolument pas morte. Et c'est assez fantastique de voir qu'il y a toujours plein de choses à donner. Donc merci à toutes les personnes qui nous soutiennent à chaque fois. Et on a les particuliers et on a aussi les marques de l'outdoor. C'est J'allais y une venir, particularité. Le fait d'être suivi dans vos démarches par quelques grands noms de l'industrie outdoor comme Salomon, Rossignol ou encore Millet, ça vous apporte encore un peu plus de crédibilité? Alors, ça nous apporte de la crédibilité, pas tant au niveau des particuliers, mais surtout au niveau des autres marques, pour en avoir toujours plus qui viennent nous aider. Et aujourd'hui, nous, on est une solution pour les réfugiés, mais on est aussi une solution pour les marques de l'outdoor qui bénéficient de notre aide pour trouver une nouvelle vie à des vêtements qui ne leur servent plus. Donc on récupère des SAV, des invendus, des vêtements des fois légèrement abîmés, mais qui sont tout à fait métables. Donc pour nous, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on a cet ancrage en Rhône-Alpes. Où est-ce qu'on peut déposer ces vêtements sur Annecy et ses alentours? Alors à Annecy, on est partenaire avec Snow Leader, avec The Roaster, avec Art by Friend. Donc à Annecy, par exemple, on a vraiment beaucoup de lieux, de points de collecte, mais c'est parce que l'association est basée ici. Mais sinon, il y a Grenoble, Chambéry, Megève, voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut déposer les vêtements. Chamonix, évidemment, Lyon, on est même maintenant à Antibes. Le fonctionnement de l'asso, c'est qu'une personne nous dit ça serait bien qu'il y ait une collecte à cet endroit-là. On dit si tu penses que c'est bien, organise-la. Et puis on l'aide. Et à la fin, on a toujours plus de points de collecte et de personnes qui donnent. Est-ce qu'on sait à qui précisément ces vêtements vont-ils servir? Alors, ces vêtements, donc nous on s'appelle Riders for Refugees, donc évidemment ces vêtements ils sont principalement donnés à des réfugiés, puisque les assos à qui on donne, c'est principalement à eux qui les donnent, mais ces assos-là, elles aident n'importe qui est dans le besoin. Une personne qui vient, qui a pas de vêtements, qui est en difficulté, qui est dans le froid, elle vient dans ces associations-là, elles sont aidées. En fait, c'est une évidence pour nous. On va pas faire de différence. Il n'y a pas de différence, c'est une évidence. On prend à ceux qui ont trop et on donne à ceux qui ont besoin. C'est tout. Et on fait confiance aux associations pour nous aider dans cette tâche, puisque eux connaissent le terrain. Un mot sur un autre événement dans les cartons, prévu les 20 et 21 novembre prochains. En quoi ça consiste? Alors, tous ces vêtements qu'on collecte pendant le mois d'octobre, nous, ce qu'on propose aux assos, c'est de les trier par genre, par type et par taille, ce qui fait que les assos récupèrent des cartons prêts à l'emploi, ce qui est très bien pour eux, parce que les assos n'ont pas forcément beaucoup de stock sur place. Et donc, sur un week-end, on propose aux gens de venir nous aider à faire ce grand tri donc de tous les vêtements. Oui, la collecte particulier, et on demande à toutes les personnes qui ont envie de passer une bonne journée à aider les autres, de venir passer cette journée avec nous et nous aider à trier. Donc on est là, on les accueille, il y a du thé, des petits gâteaux, des sourires, et en général il y a une très bonne ambiance et puis on finit quand même assez heureux d'avoir accompli quelque chose de beau.
C'est une très noble cause que vous desservez. Malheureusement, le fait de se dire que malheureusement chaque année ça continue, ça veut aussi dire que la situation ne s'améliore pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, l'association elle a encore de beaux jours devant elle et c'est dommage. Je pense que comme beaucoup d'associations dans le caritatif ou l'humanitaire, on aimerait ne pas exister. On aimerait ne pas avoir à faire ça. Mais aujourd'hui, il y a des inégalités, aujourd'hui, il y a des crises qui sont climatiques ou qui sont migratoires, si on peut dire. Et donc, il y a encore beaucoup de gens à aider. Et dans cette situation-là, heureusement qu'on existe, mais si la situation de départ ne pouvait ne pas exister, ça serait encore mieux. J'imagine qu'en plus des vêtements, on peut également faire des dons. Oui, on peut faire des dons, on peut adhérer à l'association aussi. On peut préciser quand on adhère aussi si on a envie de nous aider. Donc venir prêter main forte pendant le tri ou alors aller récupérer les vêtements en station. Voilà. Peu importe, il y a plein de façons de nous aider, que ce soit financier ou humainement. Donc oui, le mieux est de se rendre sur le site de l'association, ridersrefugees.com. Et là, il y a vraiment... on essaye de mettre toutes les infos, on est aussi sur Instagram, sur Facebook. On vient du milieu de l'outdoor, donc nous, on utilise tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait dans le milieu de l'outdoor pour une cause différente. Merci beaucoup David Malacrida, bravo pour ce que vous faites en tout cas. Merci à vous. Il n'en existe que très peu en France, moins de 5 d'après les dernières études, et pourtant les fermes aquaponiques pourraient être l'une des réponses du monde agricole au réchauffement climatique. Dans le Pays de Gex, la ferme aquaponique maraîchère et piscicole de Versonnet vient de récolter ses premiers fruits et légumes, prouvant ainsi qu'il est possible d'imaginer des systèmes agricoles alternatifs et soucieux de l'environnement. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Une seconde vie professionnelle et un profond souci d'économiser l'énergie tout en produisant une nourriture saine ont eu raison de toutes les contraintes et embûches administratives qu'il a dû affronter. À Versonnet, sur plus de 2 hectares de terre agricole, sa ferme aquaponique a pris forme. Sous ses serres, légumes, fruits et poissons sont désormais produits pour le marché local en circuit court. Un maraîchage atypique associant 2 modèles, l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons, et l'hydroponie, la culture hors sol des plantes grâce à de l'eau enrichie en matière minérale. C'est la culture quasi symbiotique de poissons et de plantes. Et les plantes rendant service aux poissons en purifiant l'eau des effluents des poissons et les poissons rendant service aux plantes en créant des effluents qui, transformés biologiquement et naturellement par des bactéries, permettent de créer les substances dont les plantes ont besoin en termes d'oligo-éléments. Il n'est pas question que ce soit industriel, parce que là on s'éloignerait vraiment de ce qu'on veut. En plus la distribution doit être locale, ça c'est non négociable. Puis après c'est quand même c'est très vertueux. Il y a beaucoup moins de gâchis d'eau que dans l'agriculture traditionnelle. Et puis quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on accueille volontiers des stagiaires. Et peut-être que ces jeunes-là auront envie de faire la même chose de leur côté. L'eau d'appoint est fournie par un bassin de rétention des eaux pluviales construit à proximité, la consommation journalière n'étant que de 2 à 3 mètres cubes. Un principe simple et efficace puisque l'économie d'eau réalisée est très importante par rapport au maraîchage traditionnel de l'ordre de 80 à 90%. C'est un chemin qui est tracé, mais un chemin qui va être obligatoire puisqu'on a de plus en plus de problèmes d'eau, de gestion de l'eau, une croissance de la population, une croissance de la consommation en général. Et donc trouver des modes alternatifs de culture plus économes en ressources naturelles, c'est quelque chose auquel on va être forcé. C'est pas vraiment une question de choix, à mon avis. L'été prochain, la production devrait se stabiliser de 2 à 4 tonnes de poissons et de 10 à 15 tonnes de légumes de saison par an. Un défi pour un projet écologique porteur d'une nouvelle dynamique agricole. À ce jour, si la ferme bannit pesticides et engrais, sa production ne bénéficie pas du label bio, puisque les légumes produits ne sont pas issus d'une culture en pleine terre. On reparle du festival Annecy Cinéma Italien qui a débuté ce lundi sur le bassin annécien. Ce mercredi soir a lieu la remise du prix Sergio Leone qui récompense un ou une jeune cinéaste transalpin. Cette année, c'est Jonas Carpignano qui obtient ce prix pour son film Akara, présenté à Cannes cette année. Nous avons recueilli ses premières impressions après l'obtention de ce prix Sergio Leone. Je vous propose de l'écouter. Je suis bouleversé, très honoré, très sincèrement. Ça fait un moment que je m'intéresse à ce prix et quand je regarde la liste des anciens lauréats, je me dis que c'est un grand honneur. Pour moi, ce festival représente l'excellence.
Francesco Ghiaivia, le directeur artistique, a réussi à mettre en place un très beau programme. Encore une fois, c'est un honneur d'en faire partie et d'être aux côtés d'acteurs importants du cinéma italien. J'espère vraiment que le fait de recevoir cette récompense va montrer que mon travail va dans le bon sens. On termine ce journal avec un nouveau festival dédié à la littérature. Didier Cerda, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, bonsoir. Bonsoir, vous êtes le maire de Talloires-Montmain et vous êtes présent avec nous pour nous parler de la toute première édition de l'Irolac qui va donc se tenir ce week-end du côté de Talloires-Montmain. C'est ça, l'Irolac, donc les 2 et 3 octobre, tout le week-end, samedi, dimanche, où plus de 23 auteurs nous rejoignent dans la baie de Talloires. D'ailleurs, je vais enlever ma tête et hop, je vais vous montrer tout de suite les endroits. Donc, sous tente, dans la baie, là, voilà, c'est prêt, on est prêt à les accueillir. Donc, ce festival, il est né cette année, à cette époque-là. L'idée, c'est de pouvoir recevoir des auteurs dans un cadre toujours inspirant. Chaque fois qu'il y a des manifestations artistiques à Talloires, il se passe quelque chose. Donc, j'espère que ce sera le cas cette année aussi. Et donc, 23 auteurs, dont 3 pressentis, enfin, dans la première liste du Goncourt, comme Philippe Gianada, comme Lilia Hassen et Maria Pourchet. On a aussi 3 qui concourent pour le Renaudot, avec Amélie Nothomb, qui sera là uniquement samedi. Justine Lévy et Maria Pourchet, qui est aussi dans la liste du Renaudot. Donc, un beau plateau, des journalistes pour animer les rencontres. Et puis des séances de dédicaces, évidemment. Comment vous avez fait justement pour réunir un plateau aussi impressionnant là, pour cette première édition? Vous avez cité les noms qui parlent à tout le monde. On part pas de zéro, puisque pendant 10 ans, il y a eu une fête du livre à Talloires qui était sur la fête des mers, qui était plus en début de saison, avec chaque fois l'idée que tout le village est partenaire, les hôteliers, les restaurateurs, les habitants qui sont bénévoles. Et puis, donc, on a début de saison, c'est de plus en plus compliqué de faire des événements. La saison s'allonge, donc on se dit on va plutôt jouer l'été indien. Donc, le festival est un peu nouveau parce qu'il y aura un grand espace donc le samedi matin pour les enfants avec des auteurs et illustrateurs de bande dessinée, des lectures à voix haute avec des jeunes étudiants des lycées d'Annecy, des lycées en littéraire. Donc, on partait pas de zéro, voilà, mais on a redonné un coup d'accélérateur, on l'espère. Et puis la météo s'annonce très clémente samedi, très douce, un peu plus mitigée dimanche, donc on verra. Ce sera aussi un coup de jeune par rapport à la fête du livre qui existait, vous l'avez dit, depuis 2010? Oui, quand on fait des copier-coller, il y a des bonnes choses, et puis après, on a tendance à ronronner. Là, ça nous a obligés à repartir d'une feuille blanche au niveau de l'organisation. Alors après, on a nos contacts dans les maisons parisiennes pour pouvoir avoir ces auteurs qui sont toujours là, avec Marie-Laure Goumet, qui est une attachée de presse à la retraite, mais qui continue à nous aider, et Damien Bergeret, donc, qui est dans les maisons d'édition. Donc, on a le contact à Paris pour avoir les auteurs. On a un savoir-faire d'accueil avec nos hôteliers restaurateurs, et puis des habitants qui sont toujours enthousiastes à recevoir le monde entier, et là, la France entière à Talloires. Merci beaucoup Didier Cerda pour cette petite visite improvisée sur les quais de Talloires qui va donc accueillir ce festival l'Irolac les 2 et 3 octobre prochains. Et je rappelle que c'est un événement totalement gratuit. Tout à fait. Les conférences, les dédicaces, les séances de lecture, tout est gratuit. Et puis, il y a des lignes de bus. Il y a 27 bus toute la journée entre Annecy et Talloires pour venir. Donc, n'hésitez pas à laisser votre voiture chez vous. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite au 3e numéro de Panorama, consacré cette semaine aux vins de Savoie. Focus ce soir sur les vins fins de Cruet et sur la coopérative Le Vigneron Savoyard. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Marie Schneider pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.